J'ai un top avec des pastèques. C'est l'été. Tout va bien. Coucou. Tu veux rester? Tu veux parler du GAFI toi aussi? Il était une fois un monde où les pays avaient enfin décidé de lutter au niveau international contre le trafic de stupéfiants grâce à la Convention de Vienne de 1988. Ce marché générait et génère toujours des milliards de dollars de bénéfices. Il ne faut donc pas seulement saisir les drogues, mais aussi s'attaquer au blanchiment de capitaux. Cet argent sale, utilisé dans le cadre des trafics, va devoir retrouver son chemin vers l'économie légale. Il doit être blanchi. La Convention de Vienne demande aux États de poursuivre et condamner le blanchiment. Mais un seul article fait faible mesure face à l'étendue du phénomène. Nous sommes le 16 juillet 1989. Le G7 se réunit à Paris. Les ministres français, américains, britanniques, allemands, japonais, italiens et canadiens ont trouvé une solution pour renforcer la lutte internationale contre le blanchiment. Cette fois-ci, il ne s'agit pas de rédiger une convention. Mieux, un organisme intergouvernemental, le groupe d'action financière, est créé. Le GAFI, rattaché matériellement à l'Organisation de coopération et de développement économique, se réunit pour les premières fois dans les années 90. Il offre une enceinte pour ses 16 membres, dont la France, pour réfléchir à une lutte unifiée contre le blanchiment de capitaux. Aujourd'hui, l'institution a étendu d'une part ses membres et d'autre part les sujets dont il traite. À ses tout débuts, la priorité est d'éviter le blanchiment, notamment de l'argent du trafic de stupéfiants, via le système financier, c'est-à-dire principalement les banques. Assez rapidement, on se rend compte que le trafic de stupes, c'est pas la seule infraction à générer des profits énormes. Quand l'argent trempe dans une activité illégale, il faut trouver un moyen de le réintégrer dans des circuits légaux, ni vu ni connu. Le combat contre la délinquance financière est donc bien plus large que prévu. En 2001, suite aux attentats du 11 septembre, le GAFI réfléchit. Les organisations terroristes ont besoin d'argent pour mener à bien leurs méfaits. Sans attendre, un nouveau sujet s'ajoute aux missions du GAFI, la lutte contre le financement du terrorisme. Et en parallèle, le système financier n'est plus le seul à faire l'objet de toutes les attentions. Effectivement, les blanchisseurs se diversifient. Vient le moment de s'intéresser à d'autres professions qui peuvent être utilisées comme vecteurs de blanchiment. Les agents immobiliers, les commerçants d'or, les enchères, les casinos, les avocats, les notaires, etc. Mais comment lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme avec seulement 16 pays impliqués? Depuis 1990, le réseau du GAFI s'est agrandi. D'une part, le GAFI compte désormais 39 membres, dont la Commission européenne et de nombreux pays européens. D'autre part, des organisations régionales qui appliquent les règles du GAFI ont fleuri. Il en existe 9, comme Moneyval, créé au sein du Conseil de l'Europe, qui compte 32 membres, principalement des pays européens. Grâce à l'application des standards du GAFI par l'ensemble de ces réseaux, la lutte internationale contre le blanchiment et le financement du terrorisme englobe aujourd'hui la très grande majorité de la carte mondiale. Concrètement, que font le GAFI et ses homologues régionaux? On peut classer leur mission en 3 catégories. La première est de rédiger et de publier des recommandations pour mieux lutter contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Les 40 recommandations du GAFI, dans leur première version de 1990 et en leur version actuelle de 2012, ne sont pas un traité international. C'est une sorte de guide qui détermine des axes politiques et législatifs à mettre en œuvre pour assurer une lutte efficace. Le contenu de ces recommandations fera l'objet d'une deuxième vidéo. Mais comment faire respecter des normes qui ne sont pas juridiquement obligatoires pour les États? C'est là qu'intervient la deuxième mission du GAFI et des groupes régionaux, l'évaluation des pays membres. Ou Sushi me gave là. Chaque État, de manière périodique, doit prouver qu'il met correctement en œuvre les recommandations du GAFI. Cette évaluation, qui sera détaillée dans la troisième vidéo, permet d'étudier de manière approfondie le dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Dispositif national, je précise. Et quelles sont les conséquences en cas de non-respect ou de mauvaise notation, comme c'est le cas pour ces pays qui ont beaucoup de cases rouges et oranges sur ce tableau monstrueux? Le pays pourra être placé en suivi renforcé, ce qui suppose un plan de réforme législative drastique. Voir si la non-conformité se maintient, ça peut aller jusqu'à l'exclusion du GAFI. Et le pays peut aussi être inscrit sur les listes grises ou noires du GAFI. Sur le plan politique, c'est pas très bien vu d'être inscrit aux côtés de la Corée du Nord et de l'Iran, qui sont les pays sur liste noire, ou aux côtés de paradis fiscaux comme le Panama ou les Bahamas, qui sont sur la liste grise. Et d'un point de vue économique, le fait d'être inscrit sur ces listes a des conséquences majeures.
Tout d'abord, des sanctions financières peuvent être imposées par le Fonds monétaire international et par la Banque mondiale. Et pour ces pays, il va être bien plus difficile d'obtenir des prêts. Et les personnes ayant la nationalité de ces États vont faire l'objet de mesures de vigilance ultra renforcées, et donc le commerce en sera ralenti. Ainsi, ce boycott international tant politique qu'économique fera tout pour que les pays classés comme à risque réforment leurs dispositifs et se conforment aux exigences internationales du GAFI. Enfin, la troisième mission du GAFI et de son réseau, c'est de diffuser des messages de sensibilisation et de formation. Le GAFI organise des forums, publie des recherches et des guides pour aider tous les acteurs du dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Par exemple, dernièrement, le GAFI s'est penché sur les tendances de délinquance financière suite à la crise du Covid ou encore sur l'utilisation des crypto-monnaies pour le blanchiment d'argent. Maintenant que vous en savez plus sur le GAFI, sur sa création et sur ses missions, on rentrera la prochaine fois dans le vif du sujet, à savoir un panorama des 40 recommandations du GAFI. Plein de bisous et soignez vos droits.